Bienvenue dans Mumpreneur, le podcast qui donne la parole aux femmes qui construisent, innovent, accompagnent tout en étant maman. Aujourd'hui, je reçois une femme lumineuse, engagée et profondément connectée au corps, à la maternité et à l'accompagnement des femmes. Elle est kinésithérapeute, spécialisée en périnatalité, professeure de pilates, toute récemment doula, créatrice de moments de bien-être avec les journées bien-être, mais aussi les cafés poussettes, et maman de 3 enfants. Son dernier accouchement s'est déroulé sur le parking de la maternité et elle s'appelle Julie Olivier. Elle est avec nous aujourd'hui pour nous parler de son parcours, de ses valeurs, de ses défis et de tout ce qu'elle a construit au service des mamans. On va parler entrepreneuriat, postpartum, charge mentale, mais aussi reconnexion à soi et puissance du corps. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Bonjour Julie. Bonjour Margaret. Merci d'avoir accepté cette interview de Mumpreneur. Avec plaisir, même si je suis un peu stressée. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Est-ce que tu peux te présenter et puis parler de tes enfants aussi? Oui. Donc moi c'est Julie. Je suis mariée à un homme formidable dont je donnerai pas le nom. Et j'ai 3 enfants du coup donc j'ai une fille qui a 4 ans et demi, bientôt 5. Un garçon qui a bientôt 3 ans et une petite fille qui a 6 mois depuis hier. Et bon anniversaire de 6 mois pour Oui. elle. Est-ce que tu as toujours voulu être maman? Ah oui, ça c'est vraiment une certitude. J'ai toujours voulu être maman. Je pense que j'ai beaucoup réclamé avoir une petite sœur dans un premier temps. Je suis la deuxième et la dernière. J'ai pas eu de petite sœur. Et j'ai toujours aimé m'occuper des enfants dans les fêtes de famille. J'ai fait beaucoup de babysitting. J'ai été aussi monitrice de colo. Enfin, voilà, j'ai toujours adoré le contact avec les enfants. Et puis, je me suis jamais posé la question. C'était sûr que j'aurais des enfants un jour. J'étais pas trop pour le mariage et j'étais pas sûre d'avoir un homme dans ma vie, mais des enfants, oui. Une vocation en tout cas, les enfants. Voilà. Et je pensais pas par contre que c'était possible de pas réussir à en avoir. Donc vraiment c'était donc mais je me sens très chanceuse maintenant d'en avoir. C'était une évidence pour toi. Et comment ça s'est passé déjà le premier postpartum? J'étais quand même pas mal renseignée. Je suis tombée enceinte juste avant le premier confinement. Donc j'ai eu beaucoup de temps pour potasser la grossesse, l'accouchement et le postpartum. D'où ma passion naissante à ce moment-là. On en parlera après. Mon premier postpartum finalement était plutôt doux. On s'était quand même préparé. Alors bien sûr, ça a chamboulé complètement notre vie, mais on l'attendait, donc on était plutôt prêts. Ça a été le côté qui a été le plus dur, c'était de faire un peu le deuil de l'accouchement que j'avais rêvé et qui ne s'était pas déroulé comme prévu. Et puis et mon corps qui me rappelait que cet accouchement ne s'était pas déroulé comme prévu parce que j'ai vraiment des gros soucis de périnée avec des incontinences très importantes et ça a été dur. Et puis bien sûr la fatigue vers les 6 mois, c'est vraiment là je trouve à chaque fois où c'est le plus dur et ouais, là c'était intense, mais les premiers mois c'était doux. C'était doux et pour le deuxième postpartum aussi? Le deuxième, il était intense parce que deuxième bébé, 23 mois d'écart. Pour le couple, l'équilibre familial, j'ai trouvé que c'était vraiment le passage le plus difficile de 1 à 2 parce que ça a mis 1 an et demi à ce qu'on retrouve une sorte d'équilibre. Et ça, j'ai eu du mal. Je me suis sentie vraiment très, très oppressée. Je me suis rendu compte que vraiment materner, c'était difficile pour moi. Et j'avais... C'est-à-dire, t'avais aussi envie de retrouver ton côté Oui, femme. c'est ça, j'avais besoin d'être moi, Julie, toute seule. Donc j'ai allaité à chaque fois, donc j'ai eu que 3 mois entre la fin de mon premier allaitement et la deuxième grossesse, donc du coup pas assez de temps pour avoir mon corps que pour moi.
Et voilà, j'avais encore envie d'allaiter, donc j'ai allaité. Mais mon deuxième bébé était très très content d'allaiter et très content d'allaiter toute la nuit. Et du coup, voilà, je me sentais un peu oppressée avec un petit enfant de 23 mois, 2 ans, qui demande beaucoup aussi à côté. Donc voilà, cette impression d'être submergée. Puis pareil, la fatigue m'a bien rattrapée et le couple a vraiment pris un coup dans l'aile. Et voilà, on s'en est sortis, mais ça a été intense. Donc je dirais très doux parce que super accouchement et qui a réparé le premier, on va dire. Et puis bah un enfant franchement facile, un bébé facile. Donc pour ça, c'était super. Mais pour l'équilibre familial, oui, c'était intense. Est-ce que tu es OK pour reparler justement de tes accouchements, du coup? Ah bah oui, avec plaisir. C'est ma passion. Alors que tu choisis, tu as envie de parler de ton premier ou te focaliser sur le deuxième et troisième? En tout cas, c'est ce qui t'a le plus marqué dans tes accouchements, ce que tu as apprécié, c'est OK. Bah oui, on va pas tout raconter, ce serait trop long, mais le premier, ce qui m'a appris, c'est le lâcher prise et qu'on contrôle pas tout dans la vie. C'est la première fois de ma vie, je pense, où j'étais confrontée vraiment à ça. T'as accouché en maternité pour le premier? Voilà, du coup, j'avais un projet d'accouchement physio. J'étais déjà suivie en accompagnement global par mes sages-femmes. Et puis bon, bah, finalement, j'ai été déclenchée parce que ma fille n'était pas vraiment décidée à arriver. Elle est née à J+7. Et voilà, du coup, accouchement en maternité, mais bon, avec une équipe qui a été au top et qui a vraiment essayé de respecter au plus mes choix. J'ai toujours été écoutée, on m'a toujours expliqué ce qui se passait. Donc ça, je pense que ça a fait vraiment ça a tout changé. Je pense que sinon, j'aurais été plus traumatisée par cet accouchement. Donc, accouchement compliqué et long. Voilà, et le deuxième, du coup, bah, je voulais absolument accoucher physio, mais je me disais non, allez, le but c'est juste d'accoucher de son bébé et le chemin, bah, peu importe. J'ai essayé vraiment d'être plus dans l'acceptation. Et ça a été intense parce que j'ai aussi dépassé le terme, donc voilà, les peurs m'ont rattrapée et puis les échéances aussi, hein, le timing, ça c'est dur à vivre. T'as été déclenchée pour celui-là? Et non, il est né à J+4, il est venu tout seul, donc c'était quand même une petite victoire, ça déjà, en soi. Et puis ensuite, accouchement dans l'eau à la maternité, en accompagnement global. Donc très intense, beaucoup plus intense que ce que je pensais. Je me souviens m'être dit, mais c'est vraiment n'importe quoi ce qu'ils disent. C'est juste l'intensité de la douleur. Non, non, ça fait vraiment mal. Donc c'était intense, mais voilà, je l'ai fait et j'étais hyper fière de moi. Ça m'a donné une puissance incroyable. Et puis, bah, mon bébé est né dans l'eau et ça, c'était vraiment magique. Et ça s'est quand même encore compliqué ensuite. Donc, j'ai fait encore une hémorragie de la délivrance comme pour mon premier. Mais voilà, j'étais vraiment restée sur cette puissance et ça m'a vraiment fait du bien. Je me suis vraiment sentie femme à partir de ce jour-là, je pense. Et puis, mon troisième accouchement, du coup, bah, j'en ai déjà un peu parlé sur les réseaux. Parce qu'il a fait enfin, il était un petit peu particulier cet accouchement. Donc là, ce que j'avais envie de vivre, c'était quelque chose de plus physiologique possible, moins médical possible. Même si j'ai accouché sans péri pour mon deuxième, c'était pas non plus 100% physio vu que après j'ai eu une rachie à cause de l'hémorragie. Donc là, j'avais envie vraiment j'aurais aimé même accoucher peut-être à la maison, mais j'avais quand même trop peur avec mes antécédents d'hémorragie. Je me sentais pas capable et mon mari non plus. Donc voilà, on a continué sur notre projet d'accompagnement global. Et du coup, comme pour mon deuxième, j'avais envie d'une naissance dans l'eau ou pourquoi pas autre chose, mais voilà, le plus possible physiologique. Et c'est ce qui s'est passé parce que j'ai eu un pré-travail assez normal, assez long. Mais par contre, 15 jours avant mon terme, et ça, c'était nouveau pour moi. Et du coup, il y avait mon instinct qui me disait, si, c'est pour maintenant, mais mon mental qui me rattrapait, qui me disait, bah non, t'accouches pas 15 jours avant le terme. Et finalement, ma fille a... Vas-y. Ma fille a déboulé très rapidement parce que du coup, une fois que mon travail actif s'est lancé, ça a été très rapide et on a juste eu le temps de partir. Et en fait,
Elle est née sur le parking de la maternité. Et moi, je l'ai super bien vécu parce que déjà, de un, je savais que c'était possible et que c'était pas du tout... Enfin voilà, si ça va vite, c'est que ça va bien. J'avais écouté beaucoup d'épisodes de Bliss, alors ça m'a vraiment aidée. Je me suis dit, bah ouais, il n'y a pas de stress, c'est pas grave. Et puis en fait, je me suis même pas posé la question, c'est mon corps qui a parlé. Et quand je suis sortie de ma voiture, j'ai su que j'accoucherais ici et nulle part ailleurs. Et à partir de ce moment-là, c'était OK pour moi. C'était moins OK pour l'équipe des urgences. Mon conjoint, ça va encore, mais l'équipe des urgences était un peu paniquée. Il voulait absolument me mettre sur le brancard et j'aurais dit, mais non, en fait, je suis en train d'accoucher. Ils me croyaient pas. Et bon, c'est normal, hein, ils suivent leur protocole. Mais du coup, je me suis vraiment trouvée puissante et sûre de moi. J'ai vraiment suivi mon instinct, mon corps, mon bébé. On était hyper connectés. Cette troisième grossesse, c'était incroyable comment j'étais connectée à mon bébé. J'ai trouvé ça vraiment magique. Et du coup, bah là, j'étais sûre de moi. On était sûres toutes les deux que ce serait ici et maintenant. Et ça, c'est fait. Dans toute ma puissance. Donc voilà, c'était incroyable. Donc moi, je suis hyper contente de mon accouchement. Comment tu l'as préparé d'ailleurs cet accouchement? Je l'avais vraiment bien préparé. Alors, faut savoir que ça faisait quand même 3 grossesses que je me préparais à ce jour, je pense, dans la théorie. Mais là, je pense que j'avais besoin de trouver d'autres outils pour vraiment lâcher prise. J'ai vraiment du mal à lâcher prise. Mon mental est très, très fort. Je vais toujours au bout de ce que je veux. Je suis très déterminée et du coup, c'est super dans la vie, je pense. Enfin, je pense que c'est quand même un atout. Je lâche rien. Mais pour un accouchement où le corps a besoin de... Voilà, pour se laisser embarquer dans le vortex de la naissance, c'est moins optimal. Donc, du coup, j'ai travaillé avec de l'hypnose en hypnonatal avec une sage-femme. J'étais toujours accompagnée par mes super sages-femmes d'accompagnement global. Ça aide beaucoup, qui donnent beaucoup de confiance. J'avais 2 doulas. Ça a changé la donne. C'était la première fois. Pareil, qui donnent beaucoup, beaucoup de confiance et puis qui m'ont aidé aussi à cheminer à travers mes peurs, mes blocages. J'ai fait de l'autonomie avec une de mes doulas. Et c'est ça qui a, je pense, vraiment en partie... Enfin, c'est carrément ça qui a fait que j'étais si connectée à mon bébé. Et ça, je trouve que ça joue beaucoup. Je savais exactement où elle était, ce qu'elle voulait. En fait, si je m'écoutais vraiment, je savais. Après, voilà, il y avait le mental qui revenait de temps en temps. Mais vraiment, je savais. Donc voilà, ça m'a aidé beaucoup. Et qu'est-ce que la maternité, ça t'a apporté dans ta vie de femme? Et même dans ta vie professionnelle? Dans les deux. Beaucoup, beaucoup. Bah, déjà, ça m'a apporté ma vocation, un peu mon dharma, pourquoi je suis sur cette terre. Enfin, je pense. Bah, c'est d'accompagner les femmes dans cette période de leur vie. Parce que vraiment, quand j'ai eu ma fille, ma première fille, je me suis dit, waouh, c'est ça qui me manquait. Je sais ce que je veux faire maintenant. C'était une certitude. Ça me passionnait et ça me passionne toujours autant. T'étais déjà kiné et c'est là que tu t'es dit, je veux me spécialiser dans cet accompagnement pour les femmes. C'est ça, la périnatalité. Je me sentais toujours, voilà, j'ai toujours voulu être kiné parce que j'ai toujours voulu accompagner les gens en général. L'humain, à créer du lien, être dans le soin. Mais c'était pas tant le côté médical qui m'avait attirée. Et puis je voyais mes copains, mes collègues qui étaient à fond, qui étaient passionnés, qui me donnaient des cours. Et moi je me disais, mais jamais je pourrais donner des cours, par exemple. Enfin, je me sentais pas du tout spécialisée dans un domaine. J'aimais bien mon métier, mais clairement c'était plus pour gagner de l'argent que voilà. J'allais à mon travail et puis après une fois que c'était fini quoi. C'était pour un équilibre, en tout cas, de vie. Oui, voilà. J'avais fait ça, ouais. Et je sentais qu'il me manquait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et voilà. Quand j'ai découvert la périnatalité, ça a été une évidence. Est-ce que tu peux nous parler de tes formations pour tes spécialisations? Comment tu t'es spécialisée justement dans le domaine de la périnatalité? Donc, quand je suis devenue maman,
Je me suis vraiment passionnée pour le monde de la périnatalité et j'avais déjà, voilà, j'accompagnais déjà les femmes en postpartum pour leur rééducation abdominale. Également enceinte aussi, ça m'arrivait pour des douleurs de sciatique, voilà, en tant que kiné. Je faisais déjà du pilates également, mais du coup là, je me suis spécialisée en pilates pré et postnatal, en périnéologie, donc pour les rééducations du périnée. Puis tout ce qui concerne la prise en charge kiné des femmes enceintes et des femmes en postpartum. Voilà, je me suis aussi formée par moi-même en lisant beaucoup, en écoutant beaucoup de podcasts. J'ai fait aussi le séminaire quantique de la naissance de Quantique Mama. Et puis c'est comme ça que finalement j'ai décidé aussi de me former en tant que doula. Pas pour être doula, peut-être que je le serai un jour, j'en sais rien, mais surtout pour ajouter des connaissances et puis améliorer aussi mes outils d'accompagnement. Être, bah voilà, toujours mieux. La plus experte possible. Ouais, voilà, être la plus experte possible. Et puis vraiment, cette formation, elle offre vraiment des outils incroyables pour accompagner les femmes, que ce soit dans des moments joyeux ou des moments aussi moins joyeux. Et ça, je sentais que je manquais pour ça. Tu manquais d'outils, ouais, pour Oui. accompagner les parents. Par exemple, les fausses couches ou les arrêts de grossesse, les PMA, enfin voilà. Et le Pilate dans tout ça, c'est arrivé à quel moment? Bah, peu après avoir été diplômée, j'étais diplômée en 2013, mon diplôme de kiné, je veux dire. Et pas longtemps après, j'ai fait une formation de kiné du sport sur 2 ans. Parce que bah, je savais pas trop quoi faire et mes amis m'ont proposé de faire ça. J'ai dit bah allez, ça m'apportera toujours des connaissances en plus. Et il y avait une journée sur le Pilate et j'ai dit ah mais j'adore. Et je trouve que le Pilate ça répond à tous nos problématiques en tant que thérapeute, en tant que kiné. Donc je trouve que c'est un super outil. Alors après, ça plaît pas à tout le monde, mais je trouve que tout le monde devrait en faire. Et c'est complémentaire avec ce que tu proposes, par exemple, pour la rééducation du périnée. Bah oui, c'est même quasiment la même chose. Alors non, après, oui, c'est une technique quand même particulière avec des règles précises, mais moi, je me sers que du Pilates. Moi. Après, voilà, je suis kiné et du coup, nous les kinés, on a l'habitude de toujours broder, inventer. Et je vais pas suivre mot pour mot la méthode Pilates, je fais aussi, enfin voilà, à ma manière. Ta propre méthode. Oui, voilà, maintenant que j'ai de l'expérience, on va dire que c'est ma méthode. Et le métier de doula, c'est quand même pas si répandu que ça. Comment toi t'en as entendu parler la première fois? Alors là, aucune idée. Bah, je pense pour ma première grossesse en lisant mes livres. Je pense que j'en ai peut-être déjà entendu parler avant, mais c'est là que je m'y suis vraiment intéressée. Mais pas au point d'engager une doula. Je connaissais pas particulièrement de doula à cette époque-là. Puis après, bah, j'ai commencé à en connaître, je pense, par les réseaux. J'ai aussi une copine qui s'est formée au moment de ma deuxième grossesse, je pense. Mais voilà, ça avait pas encore cheminé complètement. Et c'est à ma troisième grossesse, je me suis dit là, en plus, c'est sûrement la dernière, donc je veux vraiment tester. Et puis en plus, je me suis inscrite à la formation à ce moment-là. Je me suis inscrite parce que j'avais trop envie de faire cette formation, mais mon côté raisonnable me disait bah non, c'est quand même beaucoup d'argent, c'est peut-être pas, enfin voilà, t'as peut-être pas besoin de ça en priorité. Donc je m'étais dit bon allez, je le ferai pour ma troisième grossesse, comme ça m'aidera aussi, ça m'apportera aussi pour moi personnellement. Ça t'a apporté pour toi aussi personnellement? Bah carrément, ça a été incroyable. C'est vrai que quand tu me demandais ce qui m'avait aidé pour cette troisième grossesse, il y a ça aussi, c'est d'avoir vécu ce processus en parallèle, d'être dans ce groupe de femmes, de futures doulas qui m'ont énormément aidée. Ouais, ça m'a porté énormément. Et ça t'a aidé par exemple sur le côté nutrition, en plus que du côté mental? Parce que Bah oui, c'est très complet. Il y a un module apothicaire, donc sur tout ce qui est herboristerie, plantes.
Nutrition, oui, c'est très complet. Et côté émotionnel surtout, c'est une formation qui s'arrête pas juste aux connaissances et voilà, en fait, c'est vraiment un travail personnel énorme qu'on a fait pendant cette formation. Elle nous invite à travailler sur nos peurs. Elle nous invite vraiment on a des petits exercices dans chaque module. Pour moi, c'est une psychothérapie que j'ai fait là pendant un an. Non, vraiment, c'est un travail incroyable qui apporte beaucoup. Du coup, ça t'a aussi apporté pour ce 3e postpartum qui est un peu plus délicat. Oui. C'est OK pour toi d'en parler? Oui, ça m'a apporté énormément et en plus, j'ai eu beaucoup de soutien de la part de mes doulas-sœurs, de mon groupe. Donc oui, ça m'a apporté énormément. On peut en parler maintenant, du coup? Si c'est OK. Oui, oui, bien sûr. Du coup, oui, je me suis pris une petite claque pour ce 3e postpartum. Je pensais que ce serait le plus doux parce que je trouvais que là, ça y est, je commençais à avoir un peu l'expérience, puis je l'avais encore mieux préparé que les autres. J'étais super bien accompagnée et heureusement, j'avais 2 doulas, heureusement que je les avais. Parce que du coup, mon accouchement était incroyable donc pendant 2 jours, j'étais complètement sur un petit nuage. J'étais shootée aux hormones et je suis descendue d'un coup de mon petit nuage parce que mon bébé a fait des convulsions à la naissance, enfin 2 jours après la naissance du coup. Et du coup, à partir de là, ça a été l'horreur. Du coup, il a fallu chercher la cause de ces convulsions. Elle a été tout de suite transférée, donc j'ai accouché à, on peut dire les noms des... Oui. J'ai accouché à Tourcoing et du coup, elle a été transférée à Jeanne de Flandre en néonat, en réanimation. Et je pense que c'est peut-être là que je vais pleurer. C'est pour moi ce moment-là le plus traumatisant. C'est OK. T'as pas envie d'en parler? Si. Car du coup, elle a été transférée et j'ai pas pu aller avec elle. Donc elle est partie toute seule avec le SAMU dans une petite cage en verre là, enfin en plastique. Et moi, je suis restée toute seule à la maternité. Mon mari était avec les grands. Donc à ce moment-là, c'était dur. Je suis revenue dans ma chambre de maternité et comme moi j'étais sortante, toutes mes affaires avaient été mises sur des chariots en mode faut partir quoi. Et j'avais plus de bébé, j'étais avec mes affaires et j'étais perdue. Voilà, ça a été vraiment dur. Heureusement, mon frère est venu me chercher. Heureusement que tu étais là. Et voilà, après du coup, elle a été hospitalisée à Jeanne de Flandre. Et voilà, on a commencé à chercher la cause. Donc, elle a eu beaucoup d'examens. Donc déjà, juste ça, c'était vraiment dur. Et puis, en fait, elle a eu un électroencéphalogramme pendant 4 jours non-stop. Donc, avec un casque branché par la tête. Et donc, impossible de la prendre dans nos bras pendant 4 jours. Et je savais pas où était ma place parce que du coup, si je restais auprès de mon bébé, j'étais pas avec elle vraiment parce que je pouvais pas la prendre dans mes bras. Elle faisait que dormir parce qu'elle essayait de récupérer de ses convulsions. Donc, je pouvais lui parler, la toucher bien sûr, mais elle était dans sa table couveuse, même si elle était pas en couveuse, hein, mais vous voyez ce que c'est, je pense, les petits berceaux transparents et puis branchés. Et c'est en hauteur, donc je pouvais pas rester debout plus de 5 minutes à côté d'elle, je venais d'accoucher. En plus, j'ai oublié de dire que j'avais la grippe à ce moment-là. Juste le lendemain de mon accouchement, grippe. Donc je toussais énormément, donc autant vous dire que rester debout, c'était très compliqué. Je mettais des couches pour aller voir ma fille à l'hôpital. Et du coup, il y avait juste un fauteuil, donc voilà, en fait, mon mari m'a dit: «Non, en fait, là, t'as la grippe. La priorité, c'est que tu guérisses pour quand elle pourra à nouveau être prise dans les bras, que tu sois pas malade et que tu ne la contamines pas.» Donc, puis on avait peur aussi que les convulsions soient de cause virale. Enfin, on aurait bien aimé, ça aurait été cool que ce soit juste ça. Mais du coup, voilà. J'ai fait des allers-retours entre chez moi, mes 2 grands
et l'hôpital pendant 15 jours. Et en fait, j'avais l'impression de pas être là pour mes enfants et de pas être là pour mon bébé. Et encore aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû rester tout le temps avec elle, mais en même temps, je pouvais pas faire autrement. Donc voilà, ensuite, on a pu sortir au bout de 15 jours. Et donc là, j'ai décidé de commencer mon mois d'or parce que il avait pas trop été respecté. C'était pas le plan prévu, donc voilà, j'ai commencé mon mois d'or à tisser des liens avec mon bébé, mais au début ça allait, et puis en fait, ça a fini par me rattraper. Voilà, on a été séparés longtemps, euh, et je pense que ça, voilà. Et puis alors, Des traces, ça laisse des des traces. événements traumatisants. C'est ça, je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce qu'au début, bon bah ça allait, j'étais trop contente d'être rentrée et d'être avec elle. On a rapidement su du coup le diagnostic. Elle a une mutation génétique spontanée et du coup elle a un traitement et voilà, elle va bien, mais on sait pas vraiment comment, Ça de va de évoluer. quoi sera fait la suite. Voilà comment ça va évoluer. Pour l'instant, on est plutôt optimiste, mais voilà. Et à ça s'est rajouté d'autres choses. Elle a d'autres problématiques. Plusieurs même, pas mal, mais je vais surtout parler du reflux et puis des coliques intenses. Et du coup, en fait, on avait un bébé qui pleurait tout le temps. Et du coup, qui avait du mal à évoluer sur le plan relationnel. Donc, le lien a été très compliqué à tisser. Puis, on a fini par accepter de lui donner de l'inexium. Et à partir de là, ça a commencé à aller mieux. Elle a commencé à sourire, à nous regarder. Mais vraiment, c'était très long. Et encore aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et on est connectés et elle rigole quand je lui souris et voilà, mais je vois bien que par rapport à mes autres enfants, et à d'autres enfants, c'est beaucoup plus lent comme processus. Et ça, c'est difficile, mais voilà, il y a tout un contexte, hein, donc Une étape voilà. à la fois. C'est ça. Là, l'objectif aujourd'hui, c'est créer le lien et puis toi, trouver ton équilibre dans tout ça. Mmh. Je suppose aussi que l'équilibre professionnel, du coup, passe après. L'objectif, c'est aussi de te retrouver dans tout ça. Là, tu as choisi, du coup, de faire une petite pause aussi professionnellement parlant, du coup. C'est aussi important, je pense, d'en parler parce que c'est OK et parce que quand on est à son compte, c'est peut être vite être challengeant aussi de bah voilà de choisir, enfin de faire ce choix en fait qui est pas évident, Mmh, clairement. mais qui est nécessaire quand on vit ce genre de d'événements et de situations qui est pas facile. Bah oui, voilà, elle fait, ma fille aussi, elle fait des spasmes du sanglot. Donc elle coupe sa respiration, elle se met en apnée et elle devient toute bleue, violacée et elle met du temps à revenir à elle, et puis c'est plus ou moins long et elle en fait plusieurs par jour, tous les jours depuis, son premier mois et ça, c'est vraiment dur, à vivre, pour mon système nerveux, c'est compliqué et pourtant je suis plutôt détendue de base, mais du coup, en fait, je suis tout le temps, stressée, tout le temps aux aguets, en hypervigilance. Et donc j'ai vite compris qu'il fallait euh, déjà que j'allais pas pouvoir reprendre le travail comme j'avais prévu, c'est-à-dire quand on est à son compte, voilà, moi je m'arrêtais jamais quoi. Puis j'étais passionnée donc je travaillais beaucoup, donc je pensais vraiment que j'allais pouvoir continuer à faire ça. Et là je me suis dit ok, donc c'était quand elle avait 4 mois, je pense, 3 mois, non, 3 mois. Quand elle a eu 4 mois, elle a fait vraiment un gros spasme qui était vraiment flippant. Et là, je me suis dit, ok, c'est pas possible, je vais pas réussir à reprendre. Donc j'ai commencé à être un peu plus lucide. Et en même temps, je me suis dit, par contre, qu'on soit tout le temps à deux, c'est pas possible non plus. Euh, je suis trop stressée. Elle, forcément, elle ressent mon angoisse. C'est un cercle vicieux. Donc les spasmes, c'est l'origine apparemment, c'est émotionnel. Donc je me suis dit bah, si on reste dans ce cercle-là, ça va pas s'arranger. Donc, du coup, j'ai décidé de pas reprendre le travail, mais de quand même la mettre à garder dès que la crèche voulait bien la prendre. Donc, bah, ça, par la société, c'est pas trop ce qui est encouragé. Tu t'es sentie jugée? Bah, non, en vrai, personne m'a jugée, mais
moi, je me suis jugée toute seule. Mhm. Mais je suis fière de mon choix et j'ai eu beaucoup de retours sur ça en plus, donc je sais que c'était la bonne chose à faire. C'est ultra courageux. Oui, voilà. Mais c'est vrai que je me sens usurpatrice. Donc du coup, je suis en arrêt maladie. Donc je me dis, bah, la plupart des femmes qui veulent faire ça prennent un congé parental. Et moi, en fait, je suis en arrêt maladie, mais en fait, bah oui, parce que je vais mal, donc c'est normal. Mais voilà, c'est dur de se sentir légitime. Et puis bon, finalement, même avec mon arrêt maladie, je suis en déficit. Je gagne pas assez pour parce que quand on est indépendant, on gagne pas du tout son salaire. Donc T'as les mois de carence aussi, hein. c'est ça. Donc je perds 300 € par mois en étant payée par la Sécu. Donc ça, c'est stressant. Ouais. Cette décision, je l'ai prise parce que j'avais pas le choix. Mais clairement, financièrement, T'as pas les idées. c'était pas du tout l'idéal. Heureusement, voilà, qu'il y a mon mari qui m'aide Et comment et ça qu'on est une équipe. Ça, c'était... Bah oui, c'est important aussi d'être une équipe, surtout quand on a 3 enfants Oui. et qu'on est à son compte. Comment ça s'était passé, les postpartum et la reprise surtout du travail pour tes 2 premiers? Bah, pour ma première fille, c'était prévu que je reprenne à 2 mois et demi, donc le congé normal. Et par contre, c'était super parce que mon mari avait décidé de prendre un congé parental de 3 mois, Ok. chose qui se fait pas beaucoup chez les hommes. C'était le premier de sa boîte à faire ça, tout le monde l'a regardé un peu bizarre. Mais c'était génial et du coup, j'ai repris avant lui. Et c'était trop bien parce que bon, même si j'étais pas du tout prête à reprendre, je me suis dit, waouh, en fait, 2 mois et demi, elle est tellement petite. Et à cette époque-là, je me souviens que je me disais, mais moi, en fait, je veux pas retravailler, je veux être femme au foyer, ça me convient complètement. Et en fait, j'ai repris, ça m'a fait un bien fou. En plus, je savais qu'elle était encore un peu avec mon mari. Eux, ça leur a permis de créer un lien très fort. Et puis, je la gardais juste tous les jeudis parce que on n'avait pas trouvé de crèche municipale ou de nounou, donc on avait une micro-crèche, ça coûtait cher, donc je m'étais dit, allez, tous les jeudis, je la garde. Et en fait, juste la garder une fois par semaine, j'ai trouvé ça tellement intense, je me suis dit, j'aurais jamais pu être femme au foyer. Donc je sais qu'il y en a à qui ça convient parfaitement, mais moi, c'était pas pour moi. T'avais pris la décision de travailler aussi tes mercredis Oui, et tu l'as tant gardé qu'elle les était jeudis, petite, et ouais. puis, mais c'est vrai que j'ai toujours voulu garder le libéral et l'indépendance du libéral dans l'idée d'être le plus présente possible pour mes enfants. Ça a toujours été un peu mon idée d'être souple, de pouvoir être là quand il y a besoin. Tu as revu tes horaires aussi à ce moment-là, un peu dans le libéral? Comment Bah, ça s'organisait une journée avec... finalement, moi, j'avais déjà un jour de congé le jeudi. J'avais déjà décidé ça avant parce que je trouvais que c'était important d'avoir du temps pour soi, déjà avant d'avoir des enfants. Donc, à ce moment-là, j'ai rien changé vu qu'elle était encore petite, mais j'avais dans l'idée qu'un jour, ce serait le mercredi, oui. En termes d'horaire, du coup, Bah, du coup, t'organises. j'ai continué à travailler quand même 2 soirs par semaine grâce à mon mari qui allait les récupérer, enfin, la récupérer 2 soirs par semaine. Et on a tout de suite fait ce système de un soir sur 2. Je sais qu'on n'est pas beaucoup à faire ça. Mais nous, on n'est jamais là à 2 la semaine pour nos enfants. Même avec 3. Je le dis. Et du coup, on fait un soir sur 2. Un soir, mon mari, comme lui, il travaille toute la journée, il est salarié. Il a besoin d'avoir des soirs dans la semaine pour faire ses activités et avoir du temps pour lui. Et moi, j'ai besoin de travailler le soir. Donc, puis avoir du temps pour moi aussi. Donc voilà, le lundi, c'est moi qui travaillais, lui qui allait les chercher. Puis le mardi, inversement. Et on faisait un jour sur 2 comme ça. Donc déjà avec un enfant. Si, du coup. Le deuxième et le troisième aussi. Ok. Oui, Mince. bon, j'en parlerai après. On a des petits ajustements quand même pour le troisième. Mais du coup, voilà. Et puis, j'ai commencé à ce moment-là à vouloir développer mon activité à côté du cabinet. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à donner des cours de pilates pré- et post-natal en dehors du cabinet. Avec Et des journées bien-être aussi, j'avais vu. oui, mais pas à ce moment-là encore. Donc voilà, et bah, mon mari m'a toujours supporté dans mes projets, et donc on a toujours trouvé des solutions.
Mais c'est sûr que c'est des adaptations. Et puis, j'ai choisi aussi de pas voir ma fille à chaque fois que je travaillais le soir, c'est sûr. Mais je m'en occupais tous les matins, donc ça allait. J'ai toujours adapté aussi mes horaires. Bien sûr, j'ai commencé plus tard le travail à partir du moment où j'étais maman. Parce que, par exemple, je commençais à 7 heures du matin de temps en temps. Enfin, 7h30, mon massage est arrêté. J'aurais pu continuer, mais je suis pas trop du matin. Alors, avec un enfant. Et le week-end, Je bossais déjà. ça arrivait avant, oui, beaucoup plus jeune que je travaillais le samedi, mais ça, j'avais déjà arrêté. Puis après, oui, quand plus tard, j'ai commencé à travailler un peu le week-end, mon mari était là, ouais. Voilà, et deuxième enfant, on a réussi à continuer à faire ça. Et j'ai réussi à reprendre vraiment une activité intense. J'étais fière de ça. Et en même temps, d'avoir quand même des moments pour moi. Et en même temps, quand même profiter de mes enfants. Mais c'est sûr que j'étais pas du tout là le mercredi. Ils étaient gardés tous les jours. J'ai arrêté de garder un jour par semaine. J'ai très vite vu que ça me convenait pas. En fait, moi, ça fait qu'on passe pas des temps qualitatifs avec mes enfants. Donc, je préfère, voilà, les faire garder 5 jours sur 5. Ma fille elle va à la garderie. J'ai vite compris aussi qu'aller la chercher à 16h30, je le fais quand même un petit peu, mais pas tout le temps parce qu'en fait, on le vit pas bien toutes les deux. Quand elle décharge à la garderie, c'est beaucoup mieux après quand on se retrouve. Donc voilà, j'ai mis ça en place et puis de temps en temps, par contre, je bloque une journée, par exemple un mercredi complet pour être que avec ma fille, puis un jeudi pour être que avec mon fils. Enfin voilà, j'ai fait plutôt ça. Ça me convient mieux. Et je suis plus épanouie et je suis une meilleure maman, je pense. Et c'est important, parce Oui. qu'une maman épanouie, c'est des enfants qui vont bien. C'est ça, oui. C'est super important de pas subir toujours les injonctions de cette société Mais c'est ça. qui voudrait qu'on aille chercher nos enfants tous à 16h30, qu'on soit avec eux le mercredi, qu'on cuisine tout le temps pour eux, Ouais. bio, etc. J'ai plutôt bien réussi à bien le vivre. Je culpabilise pas trop de ça. J'ai toujours su que c'était important, ça. Pourtant, en plus, mais ma mère a toujours travaillé, mais elle était prof, donc c'est vrai que j'avais la chance d'avoir ma maman tous les soirs et mon papa qui était prof aussi. Mes parents, tous les soirs, j'ai toujours eu mes parents à partir de 17h à la maison. Donc j'aurais pu recopier ce modèle en étant indépendant, mais non. T'as choisi de t'écouter. Voilà, je me suis écoutée. Et t'arrives à trouver aussi des moments pour toi. Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi, juste? Déjà, je trouve que le matin, même si c'est compliqué avec des enfants, j'essaye de garder un peu mes rituels qui sont pour moi du bien-être, même si c'est pas grand-chose. Donc ça va être, si je peux, m'étirer rapidement dans mon lit. Si j'ai pas eu le temps, ça sera pendant qu'il y a un biberon qui chauffe dans la cuisine. Ça va être vraiment pas grand-chose, mais ça, pour moi, ça fait la différence. Niveau hygiène de vie, tous les matins, je me lave le nez avec une petite pote, je sais plus comment on dit. Je bois mon verre d'eau chaude. Donc c'est rare que je le boive tranquillement, mais voilà, je fais ça. J'aimerais pouvoir avoir un temps de méditation ou de lecture ou d'écriture tous les matins, mais ça arrive de temps en temps le week-end, voilà, mais c'est pas du tout tous les jours, bien sûr. Ce qui a tout changé aussi, c'est que mon mari maintenant est en 100% télétravail, donc c'est plus moi qui gère tous les matins. Avant, c'était moi tous les matins. Maintenant, c'est un matin. Enfin, avant, quand on avait 2 enfants, c'était un matin sur 2. Maintenant, 3 enfants. Là, on n'a pas encore trouvé. Ma fille a encore que 6 mois. On n'a pas encore trouvé notre rythme, mais je pense qu'on va essayer de se créer au moins un matin que pour soi chacun. Voilà. Et ensuite, me bloquer des moments dans mon agenda. Me forcer, sinon on le fait pas. Tu pratiques toute seule, par exemple? Pas du tout. Pas du tout. Ah ouais. Non, en vrai, j'en ai pas envie. Ouais. J'en fais trop déjà. Par contre, du coup, je vais faire du yoga. Ouais, trop bien. Ouais. Et pareil, j'en fais pas du tout assez à mon goût, mais j'essaye. L'idée, c'est aussi de le faire quand il y a les enfants, sinon on fait rien. Donc, je fais du yoga devant eux, avec eux, ça dépend. Mais clairement, je fais pas du tout tous les jours. Et j'aimerais plus, hein, mais
Donc voilà, soit aller à un cours de yoga dans la journée, le midi. J'ai aussi pris un abonnement au spa parce que je sais que si je prends pas l'abonnement, bah, je vais vouloir attendre d'avoir 3 heures devant moi pour y aller. Mais en fait, j'ai jamais 3 heures devant moi, enfin, rarement. Donc du coup, là, comme j'ai l'abonnement, je peux y aller même une demi-heure, 3/4 d'heure, par-ci, par-là. Ça se casse facilement et je suis pas, j'ai pas l'impression de perdre mon argent. Ça, il y a toujours aussi la peur financière. Qui revient, ouais. Donc voilà, ça me coûte, je crois, 40 € par mois, mais je trouve que c'est meilleure dépense. Prendre des temps pour moi pour des massages, des soins, ça, je m'étais dit 1 fois par mois, mais bon, la réalité, c'est pas du tout ça. Et pareil, il y a les finances derrière aussi qui, bah, ça coûte quand même de l'argent. Mais j'essaye peut-être plutôt 1 fois par trimestre. Déjà. C'est déjà ça. Voilà. Et puis, bah, juste, quand par exemple c'est le week-end, prendre ma pause. Donc nous, on appelle ça notre pause avec mon mari. On sort dehors même, peu importe le temps, si c'est l'hiver ou quoi, mais pour couper et pas être dans le bruit, de la maison. Donc, je prends ma petite boisson chaude, mon livre et je vais lire 15 minutes dehors. C'est ma petite pause. Voilà. Et dans tout ça, tu arrives aussi à trouver du temps pour faire ta promotion. Tu es très présente sur les réseaux sociaux. Oui. Et ça, tu t'es mis sur les réseaux sociaux plutôt quand tu t'es lancée dans le Pilates. Oui. Comment ça s'est passé en fait aujourd'hui, tu as plus de 6 000 ou 7 000 abonnés. Oui. Là, c'est tout récent. Bah, Instagram, je m'y suis mise parce que je pensais que c'était ça qu'il fallait faire. Encore une injonction. Je pense que comme beaucoup d'entrepreneurs. Et je pensais que c'était vraiment grâce à Instagram que je pourrais réussir à trouver mes clients. Et la réalité, c'est que c'est pas du tout ça qui s'est passé pendant 4 ans, quasiment. Mais j'ai quand même continué. J'avais quand même du coup des clients qui venaient, hein, mais pas grâce à Instagram, c'est ça que je veux dire. J'ai quand même continué, mais je me suis beaucoup forcée au début. C'était vraiment une grosse charge mentale et j'y prenais pas du tout de plaisir. Puis bah ça se ressentait, hein, je pense. Mais on n'est pas à l'aise au début, forcément. Puis moi, je suis pas à l'aise du tout avec les technologies. Et là, je continue encore à découvrir des trucs aujourd'hui. Ouais, voilà, parce que j'ai jamais pris de cours d'Instagram. J'aurais pu, mais je me disais, bah non, je vais quand même pas mettre de l'argent là-dedans. Bon, je pense que j'ai bien fait parce que, comme je viens de te le dire, c'est pas Instagram qui permet d'avoir des clients. Mais voilà, je me suis tenue, j'ai appris et puis un jour je me suis dit: «Bon, faut que j'arrête de me prendre la tête». Je me disais: «Ah, il faut absolument que je publie 1 fois par semaine» et ça me mettait une charge mentale de malade. Donc j'ai arrêté de faire ça et je me suis dit: «Essaye d'être toi-même». Je pense que c'est ça que les gens ont envie de voir. Mais ça demande de mettre beaucoup de sa personne et ça, c'est C'était pas difficile. évident, ouais. J'étais vraiment pas à l'aise. Parce que tu dois te dévoiler, C'est ça. tu mets beaucoup d'intime aussi Ouais et pour puis que bah, en connexion. ça, voilà, j'ai toujours essayé de préserver ma famille, mais c'est vrai que je me suis de plus en plus dévoilée. Et au début, bah, on m'a beaucoup, je sais pas si on peut dire jugé, mais mon entourage, pour eux, c'était particulier et ça l'est encore un peu, je pense, mais bon, maintenant, je crois qu'ils se sont habitués. Mais donc ça, c'était pas facile, mais voilà, je me suis dit, les stories, bah, c'est spontané, c'est ce que je suis en train de vivre dans ma journée. Et en fait, j'ai pris le pli de mettre des stories. Et ça, déjà, une fois que c'est un réflexe de faire les stories, bah, déjà, ça va mieux parce que c'est ancré dans mes habitudes et puis c'est plus, je me force. C'était vraiment plus fluide. Et puis les publications, bah, c'était que quand j'avais une idée qui me venait et puis que j'avais envie, quoi. Mais plus me forcer. Alors bien sûr, ça prend quand même du temps, hein, c'est quand même un travail. Ça pourrait me prendre des fois 3 heures pour un réel. Et là, je me dis, franchement, c'est quand même, est-ce que c'est vraiment là ma place? Mais il y a quand même toujours ce fond qui me tenait, c'était, j'avais envie de transmettre aux femmes, des connaissances, un savoir que j'avais et que je trouve, qu'on n'a pas malheureusement parce qu'on nous éduque pas du tout, à être connecté à notre corps, à comprendre comment notre corps fonctionne. Voilà, on découvre notre périnée après le premier accouchement et moi, je trouve ça inadmissible. Donc, je veux continuer à transmettre des connaissances.
Et puis j'avais envie aussi de montrer comment ça peut être la vie d'une maman normale. Voilà, si ça va pas L'authenticité. avec toutes les paillettes qu'on peut Voilà, voir et c'est la ça. vie lycée parfaite qu'on Parce doit que moi, suivre. ça m'a mis une pression, bien sûr, hein, ce qu'on voit sur Instagram, des autres mamans entrepreneuses aussi. Et là, je me suis dit non, moi, je veux montrer la vraie vie. Voilà. Donc, j'essaye de faire ça. Bien sûr, il faut quand même savoir que Instagram, c'est pas ma vraie vie. Parce que mon entourage, du coup, pense que ils savent tout de ma vie parce qu'ils me suivent sur Instagram. Mais non, en fait, c'est pas la vraie vie. Tu gardes ton jardin secret. Bah oui, bien sûr. Et l'objectif, c'était du coup transmettre, mais aussi créer du lien avec d'autres femmes. Et c'est un peu ton fil conducteur, si Ouais, si c'est je vrai. résume. Bah oui, carrément. Moi, créer du lien, ça a toujours été ce que je préfère, que ce soit avec nos amis. On est connus pour ça avec mon mari, pour rassembler les gens. Ça, on adore se rassembler en famille. Et puis, bah oui, créer du lien avec mes patients, créer du lien avec les mamans. Et j'ai vite compris que pendant mes cours de pilates, il y a toujours un petit temps d'échange au début. Et j'ai vite compris que ça manquait parce que quand je regardais ma montre et que je disais oh là là, il y a déjà 20 minutes de passé, on n'a toujours pas commencé à faire du pilates. Je me disais waouh, il y a un manque quand même. C'est pas normal qu'elle soit si contente de se parler entre mamans. Pourquoi? Parce que moi, c'est vrai que comme je côtoyais beaucoup de mamans, j'ai beaucoup de copines mamans, je ressentais peut-être moins Moi, ce besoin. ce trou qu'il y a dans notre société, mais oui, ça manque et je me dis, mais attends, il n'y a rien de plus facile que de se réunir pour parler. Ça coûte rien. C'est pour ça que tu as fait les cafés poussés. Voilà, donc en fait, j'ai toujours proposé à mes élèves de manière officieuse de se retrouver autour d'un café ou d'un resto. Et puis là, récemment, je me suis dit, attends, il faut officialiser ça. Comme ça va ouvrir la porte à d'autres mamans qui sont sûrement seules. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui sont seules. Et du coup, j'ai commencé à parler sur les réseaux de mes restos poussettes et de mes cafés poussettes. Voilà, j'adore. Et J'adore ça marche bien, hein, du coup. Oui, bah oui. Beaucoup de mamans. Donc j'ai beaucoup de mes élèves qui viennent, mais j'ai aussi des mamans qui viennent d'Instagram. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Et toi, tu t'es sentie soutenue, du coup, puisque tu disais tu t'avais pas forcément besoin d'avoir ces moments toi en tant que femme. Oui. Toi, tu t'es sentie soutenue parce que tu avais derrière un réseau peut-être de femmes entrepreneurs aussi qui étaient là, il y avait tes amis, il y avait ta famille. Tu as toujours été entourée. Tu as pu compter sur cet entourage justement pour dans toute ton aventure de maternité. Oui, clairement, oui, mon entourage, ma famille, j'ai beaucoup entouré, mais c'est vrai, et ça c'est une vérité, Instagram, ça a quand même, au début, non, pas du tout, mais là, depuis peut-être 2 ans, j'ai rencontré des personnes incroyables sur Instagram. Et faire des rencontres sur Instagram, je pensais pas que c'était possible. Et du coup, bah, des rencontres humaines vraiment incroyables et qui m'ont beaucoup portée. Et en fait, je trouve que ma famille, elle est toujours présente pour moi et mon entourage aussi, mais de côtoyer des personnes qui sont comme moi, entrepreneuses et dans le bien-être et puis qui ont la réalité des réseaux sociaux aussi, ce qui n'est pas le cas de mon entourage, et bah, ça m'aide beaucoup. On se comprend, quoi. Et du coup, ça m'a beaucoup aidée. Et puis après, bah, comme tu disais, depuis peu, j'ai un peu augmenté subitement mon nombre d'abonnés grâce à un réel. Donc l'algorithme d'un coup m'a fait décoller et bah merci. Et du coup depuis bah c'est arrivé juste avant mon 3e accouchement et du coup en postpartum quand c'était dur, j'ai eu besoin d'en parler sans rentrer dans les détails et j'ai reçu un soutien incroyable et ça m'a beaucoup aidée de la part d'inconnus. Et ça, c'est positif. Bah oui, on en parle. Enfin, si, on en parle, mais on parle beaucoup des côtés négatifs, mais ça, c'est quand même un magique, quoi. Même quand j'ai une problématique, j'ai toujours plein de retours. Ah, mais tu peux faire ça, ça. Enfin, moi, je trouve ça génial qu'on s'échange nos tips. Ouais, voilà. Donc, ouais, ça, c'est quand même le côté positif. Donc, tu es très présente sur Insta, tu es aussi présente sur Facebook. Facebook, non, c'est juste que des fois, je partage automatiquement sur les deux en même temps, mais non, je vais jamais sur Facebook.
Et qu'est-ce que tu as choisi comme autre moyen de promotion? Tu t'es juste focalisée là-dessus? Tu as des newsletters? Bah oui, je sais qu'il faudrait que je me mette à faire tout ça, mais j'ai toujours pas de site internet. Enfin, j'ai jamais trop pris le temps de faire tout ça, mais c'est mon objectif là. Profiter peut-être de cet arrêt maladie pour m'y mettre. Mais j'avais la chance d'être sur le site internet d'une salle où j'ai travaillé avant et j'y suis toujours, donc ça m'aide, ça m'apporte du monde. Et puis après, j'ai travaillé chez Villa Yoga, qui est une grosse structure, ça amène aussi de la visibilité. Après, c'est beaucoup aussi le bouche à oreille. Bouche à oreille, c'est le lien. Et puis oui, et puis j'ai la chance aussi que le pilates prénatal, ce soit pas très développé C'est vrai. par rapport au yoga. Donc ça, c'est une chance aussi. Voilà. Je crois que c'est tout. Mais Du coup, tu délègues toutes ces parties-là ou tu as décidé de tout faire toute seule? non, je délègue pas du tout. Même le site, tu vas pas du tout déléguer? Ah bah si, là, comme maintenant que je vais m'y mettre, je vais être obligée de déléguer parce que j'y connais absolument rien et je déteste. Mais vraiment, si, je vais devoir. Mais c'est pour ça que ça m'a toujours freinée, c'est que j'avais pas envie de mettre de l'argent là-dedans, vu que ça marchait sans. Mais là, j'ai d'autres projets qui font que je pense que c'est bien que je m'y mette. Donc oui, là, je vais déléguer. Parce que oui, j'ai pas envie de passer. Préfère. Je trouve qu'on a tous des qualifications et je préfère gagner de l'argent en faisant ce que je sais faire et payer quelqu'un. Enfin, voilà. Après, bien sûr, je suis pas riche, donc on verra. On a pas mal parlé depuis le début de cette interview de un peu cette sensation de légitimité. On a aussi parlé de la peur de manquer d'argent. Peut-être ça peut être intéressant qu'on revienne sur ce que j'aime bien appeler les 5 blessures des entrepreneurs, entrepreneuses. On peut dire les deux. Oui, on peut dire les deux. On peut dire les deux, ouais. Ça va. Et du coup, la première blessure, c'est déjà la peur de l'échec. C'est souvent une peur qu'on rencontre quand on se lance et qui disparaît par la suite. Toi, est-ce que tu l'as vécu et comment tu l'as appréhendé et comment tu l'as dépassé si jamais tu l'as dépassé? Oui, je l'ai bien vécu comme tout le monde, je pense. Ma peur de l'échec, bon, j'ai sûrement dû la vivre quand j'ai commencé en tant que kiné, mais bon, là, je me souviens plus, mais c'est quand même confortable, le métier de kiné. Voilà, c'est cool, non, franchement, ça va, on a de la chance. Mais par contre, quand j'ai voulu me lancer à côté du cabinet, là, c'était tout de suite moins confortable. Et donc, en fait, quand j'ai senti, alors moi, je fonctionne beaucoup à l'appel de l'univers. Et quand je vois que quelque chose se présente à moi, je réponds tout de suite oui. Saisis l'opportunité. Ouais. Et je me force à dire oui parce que je sens que le feu est en moi pour dire oui. Et après, tu flippes. Après, je flippe. Et après, j'ai pas le choix, faut que j'assume. Mais si je fais pas ça, je fais rien parce que ça tétanise la peur. Donc, quand j'ai vu cette opportunité, avant de tétaniser. Je réfléchis pas, moi. Il faut, si je commence à réfléchir, est-ce que c'est une bonne idée, une bonne opportunité? Non, sinon, je fais rien. J'ai trop peur. Donc, quand j'ai vu cette opportunité de faire du pilates pré-postnatal, j'ai direct envoyé un message. Je me suis lancée, mais j'ai pas commencé à me dire il faut que je travaille Non, j'ai envoyé un message. Et puis, j'ai eu une réponse positive. Et là, je me suis dit, OK, du coup, c'est bon. C'est parti. Et en fait, après, il me restait 3 mois avant de commencer vraiment. Et j'ai bien mis ça dans un placard en mode, on verra au dernier moment. Et quand plus la date se rapprochait, plus je flippais. Et j'ai failli, bien sûr, annuler. Me dire, non, en fait, vaut mieux peut-être ne rien faire que d'échouer. Ça, c'est quand même quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué. Vaut mieux rien faire que échouer. Je suis assez perfectionniste, donc vaut mieux rien que un truc à moitié bien. Et au final, je me suis forcée et du coup, ça a marché et voilà, j'ai appris petit à petit. Et c'était pas forcément parfait au début. Ah non, sûrement pas. Après, j'avais aussi beaucoup
la peur, c'est quoi le syndrome de l'imposteur, merci. Allons-y. Voilà. Sur cette deuxième blessure. Bien sûr, je me sentais pas assez qualifiée, pas assez, enfin voilà. Et puis ça a pris, je dirais 2 ans, 2-3 ans. Et maintenant par exemple, quand je faisais un cours de prénatal et qu'il y avait un médecin, enfin une médecin enceinte qui venait, je me disais: «Oh là 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 là, elle va voir que je sais pas assez, que j'ai pas toutes les». Alors maintenant, ça me fait plus rien du tout. Et en plus, j'ai des bons retours à chaque fois. Elles me disent: «Oh là là, mais ça manque tellement dans notre formation, Donc elles apprennent. elles ont des connaissances, il y a des connaissances que j'ai que des médecins n'ont pas». Et je me dis: «Ah mais en fait, si, je suis légitime». Et donc maintenant, je l'ai plus. Par exemple, en physio, on sait très bien qu'ils sont pas du tout formés à Oui, la voilà, physio, c'est ça. aux accouchements. Donc, en effet, il y a plein de choses qui sont... Puis les médecins généralistes, ils peuvent pas être calés sur tout, donc ouais. Donc ça, c'est cool. Maintenant, ça va mieux. Tu dirais que le fait de dépasser ces peurs de l'échec, le syndrome de l'imposteur, ça t'aide à la fois du coup dans ta vie d'entrepreneur, mais je suppose aussi dans ta vie de maman. Et inversement, parce que c'est des peurs qu'on rencontre aussi quand on est maman. Bah oui. Une sensation de pas être à la hauteur, que les autres font souvent aussi mieux que nous, d'échouer dans son rôle de maman parfois. Hein, toutes les mères le rencontrent, même si certaines ne l'avouent pas forcément. Bah oui. Et tu dirais que le fait de réussir à le dépasser dans ta vie d'entrepreneur, ça t'aide à le dépasser dans ta vie de maman ou plutôt le contraire? Qu'est-ce qui nourrit? Bah j'y ai jamais réfléchi, mais oui, je pense que en effet, ouais, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là, en effet, de réussir à le faire dans le travail, ça me permet d'avoir confiance. Moi, j'ai vraiment d'abord besoin de m'épanouir pour moi, pour être une meilleure maman. Maman plus équilibrée, ouais. Donc c'est vrai que c'est plus dans ce sens-là. La troisième blessure, c'était le fait justement de se comparer. On l'a un peu abordé. Mais cette comparaison excessive qui génère beaucoup d'anxiété, on en a parlé quand on était maman, par exemple, que c'était souvent sur les réseaux, par exemple, la vie parfaite, idéale. On se dit, mais pourquoi moi, j'arrive pas à faire comme ça? Et c'était pour ça aussi que tu avais monté ton Instagram, c'était pour montrer ce que c'était la réalité. Oui. On est maman et entrepreneur. Et donc, tu as réussi à dépasser cette, tu dirais, cette comparaison excessive, ouais. Avec les mamans ou avec les entrepreneuses? Alors d'abord avec les mamans et après avec les entrepreneurs. Avec les mamans, oui, plutôt bien sur les réseaux, par exemple, parce que je sais que les réseaux, c'est un peu du fake. Mais ça me le fait beaucoup avec mes amis. Quand je vais chez mes amis et que leur maison, elle est trop belle, parfaite, puis qu'ils ont encore fait des nouveaux travaux sur ça, puis je vois qu'il se passe plein de choses et puis ils sont quand même hyper présents pour leurs enfants. Et bah oui, je me compare là, c'est sûr, mais après je sais que il y a des gens qui font la même chose avec moi, enfin mes amis font sûrement la même chose avec moi. Donc voilà, ça reste pas longtemps, mais c'est vrai que je le pense. Je le pense, pas longtemps, mais je le pense. Et puis c'est tout en fait. Mon mari, il m'aide beaucoup pour ça. Lui, il est beaucoup dans le présent et lui, il a tout de suite compris que d'avoir des enfants en bas âge, ça met forcément une petite pause dans certains projets, dans ta vie perso. Et du coup, maintenant, ça y est, j'ai bien compris que on a eu 3 enfants rapprochés et que on peut pas avancer sur tous les fronts et qu'on a toute la vie en fait. Du coup, maintenant, voilà, si mon jardin c'est la jungle, c'est tout. Si on n'a toujours pas mis la faïence sur sur l'évier de la cuisine, alors que ça fait 3 ans qu'on a emménagé, c'est pas grave. C'est OK. Un temps pour tout. Voilà. Heureusement qu'on n'a pas, on était lucide, on n'a pas pris une maison avec des travaux, heureusement. Parce qu'on peut pas tout faire, hein. Donc voilà, non. Et après avec c'est ça. Et avec les entrepreneuses, Instagram au début m'a beaucoup fait douter. Puis j'ai côtoyé certaines personnes d'Instagram qui m'ont pas aidée à prendre confiance et je me suis beaucoup comparée. Et puis je me suis dit, en fait, à un moment, je me suis dit, on est différentes. N'essaye pas de copier ce qu'elles sont parce que c'est pas toi.
tu es fier, tu as toujours été fier de tes valeurs, et garde tes valeurs, continue. Et puis je me suis détachée de ça, et après j'ai rencontré d'autres entrepreneurs sur les réseaux qui me correspondaient mieux, et ça m'a beaucoup fait du bien. Ouais. Donc c'est toujours le soutien, l'entourage aligné qui permet aussi de dépasser certaines blessures et certaines peurs. Si on résume en d'autres termes. Il y a aussi tout ce qui est la peur de l'argent, donc à la fois de gagner de l'argent, dans le sens parfois les tarifs qui sont pas assez élevés, etc. Et également la peur d'en manquer. T'as traversé les deux ou... Oui. Là, clairement, ça commence à être compliqué. Hein. Les 3 grossesses rapprochées, quand on est à son compte, c'est pas la meilleure idée. Mais c'est tout. Là, je pense que j'ai jamais été aussi stressée par l'argent que maintenant, parce que du coup, comme je te disais tout à l'heure, là, je perds de l'argent à être en arrêt, et que j'ai pas la trésorerie de côté pour. Enfin voilà, donc je sais que l'idéal ce serait que je reprenne doucement, mais en fait, je sais pas comment. Pour le moment, c'est pas possible. Ouais, mon médecin me propose de reprendre en mi-temps thérapeutique. Mais oui, bien sûr. Elle est mignonne. En plus, elle est en libéral. Enfin, elle sait que il n'y a pas de mi-temps thérapeutique quand on est indépendant. Non, c'est impossible. Enfin, ça existe. Hein, il y a une aide de la CAF, et je crois que c'est 350 € de complément pour ton activité qui a été réduite. Merci. Oui, non, c'est anecdotique. Donc voilà. Donc ça me stresse, mais je sais que je suis pleine de ressources, que je forme une équipe aussi avec mon mari. Il me soutient, et je vais retomber sur mes pattes. Donc c'est juste que là, ça va me demander de l'énergie, parce que je vais devoir... Donc en fait, j'ai quitté mon ancien cabinet où c'était confortable, financièrement, et aussi confortable, parce que ça faisait 11 ans que j'y étais, dans les habitudes, et voilà. Là, je vais recommencer de zéro, donc ça fait un peu peur. T'as décidé de déménager, du coup, ton cabinet? Du coup, c'était pas mon cabinet, mais donc j'étais assistante dans un cabinet. Et là, je vais être locataire d'un nouveau cabinet qui est à côté de chez moi, à 5 minutes en vélo, donc beaucoup plus confortable, donc ça c'est chouette. Et puis mon but, c'est de développer mon réseau à côté de chez moi, parce que jusque-là, j'étais beaucoup sur la Mel, mais je voudrais développer maintenant autour d'Orchy, dans la Pénelle. Donc c'est super, donc c'est bien aligné avec ce que je veux, mais voilà, il reste la question de l'argent. Il va falloir que je mette de l'énergie pour déployer des nouvelles activités, trouver l'argent ailleurs. Et malgré toutes ces peurs, est-ce que si un de tes enfants plus tard te disait j'ai envie d'être entrepreneur ou j'ai envie d'être à mon compte, est-ce que tu l'encouragerais ou tu lui dirais, tu sais, le salariat, c'est quand même sécurité. Comment tu réagirais? Non, moi ça me ferait pas peur, je pense. Ouais. J'encouragerais complètement. Après, ça dépend peut-être aussi de son caractère. Selon son caractère, je pourrais voir si ça lui convient bien ou pas. Mais moi, j'ai jamais, donc je pense que c'est peut-être rare dans celle que tu interviews, mais j'ai jamais été salariée. Je sais pas du tout ce que c'est, j'en serais incapable. J'aime trop cette liberté. Quand on y prend goût, C'est dur. Alors c'est sûr qu'il y a des inconvénients à cette liberté, faut quand même le dire. Mais non, je serais incapable d'avoir un patron qui me dit quoi faire, d'avoir des contraintes. J'ai aucune contrainte, si, bien sûr financière, mais enfin ça c'est royal, quoi. Donc du coup oui, je pourrais que l'encourager, je connais pas autre chose. Et qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller, par exemple, ou comme tu pourrais conseiller à une maman entrepreneur, enfin une maman en tout cas qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat? Que les rêves, ils sont faits pour être réalisés. Ne pas se laisser influencer par son entourage, si l'entourage n'est pas favorable. Mais quand même avoir la tête sur les épaules. Hein, on se lance pas comme ça sans étudier la chose. Ouais, voilà. C'est quoi les valeurs qui guident du coup ton quotidien, ton entreprise et ta vie de maman? La peut-être lui transmettre aussi. La première, je pense on l'a compris, c'est l'humain, le lien.
le respect de l'autre, le partage. Ensuite, dans mes valeurs principales, il y a aussi la communion avec la nature, le respect de la nature, l'environnement. Ça, c'est important pour moi et ça, je veux le transmettre à mes enfants. Enfin, c'est ce que je fais. Je suis bloquée là, C'est ok. Déjà très bien. C'était quoi tes plus belles victoires en tant qu'entrepreneur? Je pense que c'est d'avoir osé faire mon premier cours en dehors du cabinet et d'avoir 4 élèves à mon premier cours. Top. Là, je me suis dit, waouh, j'ai trop de chance. Et c'est quoi tes petites belles joies en tant que maman? C'est de rire avec mes enfants, de partager des moments de complicité, d'être dans la légèreté. Mmh. Oui, ça, c'est vrai que c'est une valeur aussi que j'aime, que ce soit dans mon métier ou avec mes enfants. J'ai besoin de garder de la légèreté, j'ai besoin de l'humour, euh, j'ai besoin qu'il y ait de la vie, euh, de pas être trop sérieuse. Voilà, je me prends pas trop au sérieux. Et cette interview touche à sa fin. Alors pour terminer, peut-être qu'on peut faire un petit portrait chinois de fin d'épisode avec le but c'est je vais te donner des débuts de phrases et tu dois les compléter le plus rapidement possible. Ah oui, Sans réfléchir. oh là là, le Sans stress. rester dans le mental. Si tu étais un moment de la journée. Le soir, clairement. Je suis beaucoup plus du soir. Ah, faut pas expliquer. Ah si, tu peux. Une odeur. L'odeur de mes bébés. Une chanson. In the air tonight. Et un lieu ressource. La montagne. La montagne. Et les sapins. Trop bien. Merci beaucoup. Merci pour ta sincérité, ton énergie et ta générosité. Ce que tu construis, ce que tu offres aux femmes, c'est précieux et ton témoignage, tout en nuances, rappelle à chacune qu'on peut être forte, vulnérable, ambitieuse et humaine à la fois. Pour celles qui veulent te retrouver, alors peut-être que tu peux redonner ton compte Instagram. Donc c'est Maman Pilate avec un S à maman, .pilate avec un S à Pilate. Donc ça, c'est une vraie mine d'or. T'es aussi un petit peu sur Facebook, mais c'est vraiment un reportage. Et t'es également sur d'autres sites, même si t'as pas ton site internet. Oui, je suis encore sur le site de Bemom, BEMOM, et c'est tout. Très bien. Merci beaucoup, Julie. Et puis, merci à vous qui nous écoutez. Et si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles et surtout à vous entourer de femmes lumineuses comme Julie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mumpreneur. Merci Margaret.